C'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes le 24 septembre 2025. Oh là là, le temps passe très vite. Nous sommes là pour un cours d'hébreu avancé. Alors, je suis content de vous retrouver. J'ai l'impression que je connais à peu près tout le monde que j'ai vu soit dans ce même cours d'hébreu avancé, soit dans d'autres cours auparavant pour d'autres aventures. En tous les cas, vous êtes tous les bienvenus, les nouveaux aussi. Moi, je crois pas que je vous connaisse, vous, là-bas au fond, mais c'est pas grave. On va prendre à se connaître. Tout le monde est le bienvenu. C'est un cours d'hébreu avancé. Euh, donc qui suppose que vous avez déjà des connaissances d'hébreu. Alors, les connaissances minimales d'hébreu, c'est que vous avez fait le cursus complet d'hébreu, donc il y a au moins 3 semestres, vous avez fait toute la grammaire d'hébreu biblique, donc vous êtes tous très forts, vous connaissez toutes les conjugaisons, les verbes faibles, le vocabulaire sous le bout des doigts, etc., bien évidemment. Et donc là, on est censé vous titiller un petit peu, faire des choses un petit peu plus difficiles. Alors évidemment, la réalité, c'est qu'il y a des niveaux hétérogènes, même si vous avez tous fait ce cursus, vous n'avez probablement pas tous eu les mêmes notes en classe. Et je le sais parce que je suis prof, donc je suis bien placé pour savoir qu'il y a des écarts dans les évaluations, qu'il y a des étudiants qui passent quand même l'année suivante alors qu'ils sont pas forcément bons dans toutes les disciplines. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont plus de mal que d'autres. Et en plus de ça, il y en a qui ont déjà suivi le cours d'hébreu avancé l'année dernière et qui, pour une raison qui m'échappe, veulent suivre de nouveau le cours. Alors soit c'est parce que j'ai été très très mauvais, ils n'ont rien appris et ils disent il faut que je recommence, soit au contraire parce qu'ils m'ont trouvé tellement formidable, dire on en redemande, on revient suivre des cours. J'ai envie de croire à la deuxième explication, mais j'y mettrai pas ma main à couper. Alors du coup, sachant ça, on va pas tout à fait prendre les mêmes textes que ceux de l'année dernière, comme ça ceux qui ont déjà suivi le cours vont se faire plaisir en faisant d'autres textes, sauf si, à la demande générale, on me dit mais pourquoi on fait pas tel texte, les autres l'ont fait l'année dernière, c'est pas juste, on veut faire le même texte, et donc à ce moment-là, on pourra le faire. Bon, voilà. Donc j'ai commencé par vous mettre donc sur Moodle un premier texte, on va commencer par se frotter à ce texte-là, qui n'est pas très difficile en fait, qui peut vous paraître un peu bizarre, un peu difficile, etc. Mais vous allez le voir, en fait, c'est pas si difficile que ça. Et donc, sachant que la grammaire a été vue, voilà, j'ai pas de chapitre de grammaire, de programme d'apprentissage de la grammaire. En fait, ce qu'on va faire, c'est que si on bute sur des notions de grammaire qui ont déjà été vues ou qui peut-être n'ont pas été vues, qui auraient dû l'être, bah, on fera la grammaire au moment où on en aura besoin. Ouais. Et en fait, c'est de toute façon ce que vous allez faire toute votre vie, parce qu'on est tous confrontés à ces questions-là. Et encore la semaine dernière, je discutais d'un élément de grammaire avec un collègue sur justement une inscription nouvelle, inédite. Et donc, voilà, et les grammaires, elles sont forcément limitées. Hein. La grammaire de l'hébreu ancien, c'est une langue ancienne. Donc, comment on construit la grammaire d'un hébreu ancien à partir des connaissances qu'on a de l'hébreu ancien, donc à partir des textes. Et donc, si on a des nouveaux textes, eh bien, la grammaire, elle est appelée à être modifiée, à évoluer. Donc, idéalement, il faudrait mettre à jour les grammaires. Alors, en français, n'en parlons pas parce que, évidemment, il n'y a pas de grammaire récente complète d'hébreu ancien. On utilise la grammaire de Jouon. Je suppose que c'est toujours voilà, c'est la même grammaire de Jouon qui a un siècle, qui est formidable, hein, mais je veux dire qu'il y a quand même un siècle. Donc quand même, entre-temps, on a quand même découvert les manuscrits de la Mer Morte, on a découvert l'ougaritique, on a découvert des tas d'inscriptions hébraïques anciennes. Et là, je suis en train d'en publier des centaines de nouvelles, donc etc. etc. Donc il y aurait beaucoup de raisons de réviser la grammaire de Jouon. Mais ça n'a jamais été fait. Alors, bon, voilà, il avait été question que je le fasse, mais je ne m'y suis jamais attelé. Peut-être je ferai ça dans mes vieux jours. Alors, elle avait été traduite en anglais par Takamitsu Muraoka. Donc, je recommande régulièrement la traduction anglaise de Jouon. C'est dommage, parce que pour une fois qu'on avait une bonne grammaire en français, on est obligé de se contenter d'une version anglaise, faite par un japonais en plus, donc l'anglais n'est pas la langue maternelle. Mais disons que Muraoka, lui, évidemment, a tenu compte dans son édition anglaise des rouleaux de la mer morte, des textes hébreux très anciens, des langues apparentées, ougaritiques, etc. Donc la traduction en anglais de Takamitsu Muraoka est bien meilleure que celle de Jouon. Non pas que Jouon avait mal travaillé, mais simplement Jouon ne pouvait pas connaître des découvertes qui n'existaient pas à son époque. Donc Jouon était un très bon grammairien, ce qui n'est pas le cas de toutes les grammaires d'hébreu, parce que parfois les grammaires d'hébreu sont écrites par des théologiens, donc dont l'intérêt premier est la théologie, ce qui est une très bonne chose en soi, je ne critique pas, mais simplement, ce n'est pas des gens qui ont une formation de grammairien, de linguiste, de philologue, etc. Alors que Jouan, lui, il était très au fait des théories grammairiennes, Saussure et linguistiques, donc des théories notamment de Ferdinand de Saussure, tout ça. Donc, pour son temps, je suis assez admiratif du travail que Jouon avait fait à l'époque pour sa grammaire d'hébreu. Mais voilà, donc le fait est que la science progresse, que maintenant on connaît mieux la langue hébraïque ancienne,
Et donc, voilà, jouons un petit peu dépassé. Mais malgré tout, pour l'essentiel, ça va, elle vous est encore très utile, hein, donc vous pouvez continuer à vous fonder là-dessus. Euh, voilà, donc, comment dire, on améliore nos connaissances de l'hébreu ancien, mais ça reste l'hébreu ancien, c'est la même langue. Donc rassurez-vous, et c'est pas de dire, vous pouvez la mettre à la poubelle, en fait c'est tout le contraire de ce qu'il a dit. Non, 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 vous avez les paradigmes, vous avez les tableaux, vous avez, voilà, donc tout ça, ça ne change pas. Il y a évidemment voilà, des choses nouvelles qu'on va découvrir, du vocabulaire, des constructions, de la morphologie, de la syntaxe
Bon, Ah, ils ça, m'ont il nous l'a montré des montré, il trucs nous l'a là. montré la Mmh. dernière fois, donc ça, on Oui, l'avait ça, je vu. l'ai vu. Oui. Hem, Mais quand est-ce qu'il va au secours, oui. Au secours dans toutes les langues. bon. Non, mais ça n'a pas de sens, hein, à la fin. Et je pense que et comme il a son tableau, enfin, je sais pas comment ça marche, mais d'habitude, que même quand il a son tableau, il voit Il faut les quand même. nos interventions. Mmh mh. Enlever mon oreillette et faire avec le. Voilà. Là, je vous entends, mais sur mon Mac, ce qui n'est pas terrible, mais c'est peut-être mieux que rien. Alors, juste une chose, enfin deux choses rapidement. Nous étions tous les trois à distance au cours d'hébreu avancé de l'année dernière, Oui, où vous aviez déjà présenté ce document. tout à fait. Donc, je pense que les explications que vous avez données, on les a eues. Oui, oui. Ensuite, un petit De toute point façon, de la vidéo détail. est enregistrée, donc vous pourrez la réécouter après. Je la mettrai en ligne. D'accord, Oui. d'accord. Un petit point de détail, notre présence est liée au fait que c'est un cours obligatoire pour D'accord. les hébraïsants. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on s'embête, hein. Oui, oui. Pas du tout. Très bien. Mais voilà, donc en fait, après, il y a un autre cours en option au second semestre. Oui, alors, comment dire, là, je ne suis pas là pour discuter. On pourra discuter après le cours, si vous voulez. Là, je voudrais juste finir, travailler sur le cours lui-même. Après, pour les questions de tout ce qui est inscription, validation, discussion de machin, de tout ça, on peut en parler après le cours. Mais là, je suis désolé, donc, du coup, vous avez perdu le son. Mais voilà, j'enregistre, c'est aussi pour ça que je fais toujours une sauvegarde sur mon ordinateur, parce que je sais qu'il y a des problèmes avec BBB. Et on en a plein hier et aujourd'hui avec le partage d'écran qui saute et plein de choses. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, je continue le cours et je vous redonnerai cette vidéo-là après. Et après, s'il y en a qui ont des besoins spécifiques ou qui, voilà, ou sur la question de la validation ou de l'inscription, si vous êtes, voilà, voilà, ça on en parlera très volontiers. Mais là, je voudrais juste avancer sur le cours. Alors avec un micro qui est moins bon puisque je vais enregistrer avec
le micro de l'ordinateur et pas l'oreillette. C'est moins bon. Bon, les étudiants en classe, eux, ils ne sont pas gênés, mais c'est pour les autres à distance. Désolé pour ce fâcheux contretemps. Alors oui, donc, ce que je disais, donc, c'est qu'on a la chance d'avoir donc d'autres supports d'écriture qui, eux, résistent mieux au temps, les débris de poterie. Donc, vous prenez votre débris de poterie, vous écrivez dessus, et là, ça va rester très longtemps. Alors, les gens n'ont pas utilisé ça en se disant ça. À l'époque, ils n'avaient pas ce raisonnement. Ils ne se disaient pas, tiens, au lieu d'écrire sur le papyrus, on va écrire sur un débris de poterie parce que dans 3000 ans, les gens seront contents. Voilà. C'est même le contraire, qu'en fait, comme c'est du support bon marché, c'est-à-dire du recyclage, eh bien, c'était utilisé pour faire des brouillons, des trucs de la vie de tous les jours, enfin des documents qui ne sont pas très importants, ou de la correspondance, mais vraiment pas, voilà, c'est pas de la correspondance diplomatique, c'est pas un beau discours, c'est vraiment des petites choses. Et probablement qu'ensuite, ils ne s'attendaient pas justement à ce que des milliers d'années après, des gens s'intéressent à ces textes. Mais il se trouve que pour nous, c'est très utile, puisque finalement, ces textes-là, et c'est le côté paradoxal, ces textes qui n'avaient pas vocation à être importants et à rester, et à traverser les siècles, eh bien, ce sont ces textes-là qu'on a aujourd'hui. Donc il faut faire avec. On n'a pas des grands textes littéraires, mais on a quand même ça. Et il y a quand même un avantage pour nous, et je vous disais, c'est que là, on a des textes de la vie de tous les jours. Donc là, on peut savoir, on peut approcher au plus près de l'hébreu tel qu'il était pratiqué au quotidien, dans la vie de tous les jours, et donc ensuite de comparer en disant, mais est-ce que quand les gens ont écrit la Bible, est-ce qu'ils ont fait une langue artificielle, nouvelle? Est-ce que quand on a des dialogues entre Abraham qui parle à un tel, ou Moïse, ou je ne sais qui, ou David, etc., quand il dit hey, bonjour, comment ça va? Est-ce que la façon dont la Bible nous dit qu'il disait bonjour, c'est effectivement comme ça que les gens se disaient bonjour à l'époque, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est totalement décorrélé? Donc c'est très intéressant. Et en l'occurrence, un petit spoiler, en fait, ce qu'on lit dans la Bible, c'est assez proche de la réalité. Donc ça, je trouve ça très intéressant de voir que les formules de salutation, de politesse, de machin, de trucs, finalement, vous allez voir, vous allez être surpris en disant, bah oui, finalement, je connais ça, j'ai la même expression dans la Bible. Ah bah oui, donc en fait, c'est très très intéressant. Les formules de serment, les formules de... Voilà, donc en tout cas, quand on a des parallèles, quand on peut mettre en parallèle certains textes de la Bible, on voit qu'assez souvent, ça marche bien, y compris sur des questions de syntaxe, l'emploi de l'infinitif absolu pour donner un commandement. Vous savez, on en discute déjà dans les 10 commandements, en disant, oui, à quoi sert l'infinitif absolu? Il a une valeur d'ordre, plus même que l'impératif de machin. Eh bien ça se vérifie aussi à l'époque. Donc, ça n'est pas une syntaxe artificielle utilisée par les auteurs de la Bible pour dire, tiens, on va imaginer un truc un peu bizarre. Pas du tout. L'histoire du vav consécutif également. Alors, moi, je ne connais pas la prononciation à l'époque, mais c'est-à-dire d'utiliser le yiktol pour une succession d'événements dans le passé introduits par vav, vous allez retrouver la même syntaxe. Donc, pour moi, c'est très intéressant de faire ça, parce que ça va vous permettre, de confronter les connaissances théoriques, scolaires, à la réalité, de voir effectivement qu'il y a des parallèles, des choses qui fonctionnent, de voir aussi qu'il y a des choses un peu nouvelles, peut-être, en disant « Ah ouais, ça pour le coup, on n'imaginait pas, on ne savait pas », et c'est quand même très intéressant. Donc, à cette époque-là, on va avoir des ostracas, donc on va travailler là-dessus, on va prendre comme ça quelques ostracas, y compris des textes qui ne sont pas encore publiés. Donc là, vous ne pouvez pas les connaître, puisque je vais bientôt les publier dans un livre qui devrait sortir l'an prochain, Bezrat Hashem, comme on dit. Voilà, normalement, là on est dans la phase de composition du livre, vous savez, quand on est en train de faire les PDF, de vérifier, donc normalement ça devrait être imprimé dans les prochains mois, donc on va voir ça. Et puis après on va essayer, siècle après siècle, de voir d'autres inscriptions, et puis on va aller faire un tour jusqu'à l'époque de Qumran, puisqu'on a quand même là des manuscrits bibliques, donc c'est quand même très intéressant de s'y frotter aussi, donc on va essayer d'alterner un peu comme ça en fonction du semestre, de vos envies, voilà, des besoins entre différents textes. Et c'est ça toute la richesse de la langue hébraïque ancienne, de l'époque de la Bible. Et c'est une langue qui va avoir évolué tout simplement, tout comme le français aussi a évolué. Si vous étudiez aujourd'hui des textes de la littérature française d'il y a 300 ou 400 ans, vous verrez que la langue française a beaucoup évolué. On ne s'en rend pas forcément compte, puisque quand on achète des éditions modernes d'écrits, je ne sais pas, moi je me souviens, j'ai eu un choc une fois de tomber sur une édition des Pensées de Pascal.
mais sans correction. C'est-à-dire, moi, je connaissais les pensées de Pascal et j'aime bien Pascal, voilà, j'aime bien Blaise Pascal, bref. Et donc, je suis tombé sur une édition où on n'a pas corrigé l'orthographe. C'est vraiment tel que lui l'a écrit à l'époque. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, effectivement, la langue française a évolué, l'orthographe, voilà, un certain nombre de choses ont évolué. Et les éditions qu'on achète, nous, aujourd'hui, en fait, pour la plupart, ont été modernisées. Et donc, si vous faites l'effort d'aller voir des textes de la littérature française d'il y a quelques siècles, vous allez voir qu'effectivement, la langue française a évolué. Et donc, c'était évidemment pareil pour l'hébreu dans l'Antiquité. Donc, ce sera aussi intéressant pour vous, dans ce cours d'hébreu avancé, d'apprendre peut-être à resituer, c'est un peu difficile peut-être encore à votre niveau, mais de faire dans la dialectologie hébraïque, de comprendre que quand on parle de l'hébreu, en fait, il y a une dialectologie avec des mots utilisés pas partout, même, voilà, d'un point de vue géographique, ce qu'on appelle les topolectes, mais aussi en fonction des époques, ce qu'on appelle les chronolectes, pour dire, voilà, attention, c'est pas le même hébreu en fonction des époques, en fonction des lieux, etc. Donc ça, c'est intéressant pour vous aussi d'acquérir un peu de nuances et de finesse dans votre connaissance de l'hébreu ancien. Voilà. Est-ce que ça, c'est le programme, c'est ce qu'on va faire? C'est bon pour vous, ça vous plaît? Bon, sinon c'est pareil, de toute façon. Voilà, de toute façon, c'est ça qu'on va faire. Mais voilà, donc, et l'idée, c'est qu'on va travailler sur des textes. Vous les travaillez à l'avance. Bon, là, c'est le premier cours. Ceux qui ont la curiosité de voir sur Moodle, vous avez vu le premier texte. Donc, peut-être vous avez la curiosité de jeter un coup d'œil et de commencer à le préparer. Sinon, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Mais pour les fois d'après, évidemment, il faut venir préparer. Et on va, comme ça, à tour de rôle, lire ces textes et essayer de les déchiffrer ensemble. Alors, on attaque ? Ok. Alors, le premier texte que j'ai sélectionné pour vous, donc c'est JH36, je ne dis pas de bêtises, c'est bien celui-là que Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est bon. Donc JH36, qui est un texte, un ostrakon, donc, hein, on dit au singulier ostrakon, pluriel ostraka, hébreu ancien, alors on va dire, certains vont dire paléo-hébreu, bon, si vous voulez, qui fait partie donc de la plus grande collection au monde d'ostraka paléo-hébreu, qui compte donc plus de 400 inscriptions. Et je vous montre donc justement les photos donc, que j'ai faites de toute cette collection. Alors, évidemment, il y a beaucoup de photos, parce que pour chaque inscription, j'ai fait tout un tas de photos. Là, vous voyez, vous en avez une, là, vous avez... là, il y a une photo couleur, et puis après, on fait des photos à différentes longueurs d'onde, voilà, différentes, donc qui permettent, en fonction des longueurs d'onde, de bien voir, y compris des photos aux infrarouges, qui permettent de voir un peu mieux le texte. Donc là, je vous en donne un comme ça. Il y en a des petits, des grands. Des fois, c'est écrit des deux côtés. Vous voyez, par exemple, là, celle-ci, je vous montre ça, c'est la face... ça, c'est donc ça, c'est le recto, enfin, c'est la face avant. Et puis, en fait, c'est un peu effacé en bas. Et puis, en fait, si vous allez voir plus loin, vous avez... Non, il faut encore que je continue. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez la suite ou la fin du texte. Bon, parfois, c'est un autre texte derrière. Enfin, voilà. Donc, des fois, c'est écrit des deux côtés. Des fois, c'est effacé. Assez souvent, le texte, le support est effacé, il est lavé et réutilisé, ce qu'on appelle un palimpseste. Donc là, des fois, on peut essayer de voir la première couche qui a été effacée. Voilà. Donc là, il y en a comme ça, donc dans cette collection, plus de 400. Alors, c'est pas la seule collection. On a des ostrakas sur beaucoup de sites archéologiques. Il y a des sites qui ont livré beaucoup d'ostrakas. À Arad, par exemple, c'est un site où il y a toute une collection d'ostrakas qui a été découverte. À Samarie, Shomron, hein, la capitale du royaume du Nord, Samarie, on a découvert des ostrakas. À Lachish aussi, il y a des ostrakas qui ont été découverts à Lachish. Donc c'est là les grandes collections connues. Et puis ensuite un peu partout. Voilà, il arrive qu'on découvre comme ça des ostrakas à droite à gauche. Ceux-ci, malheureusement, n'ont pas été découverts lors de fouilles régulières. Ils viennent probablement d'un site archéologique qui s'appelle Khirbet el-Kom, qui correspond à l'ancienne Makeda, hein, c'est un site biblique, Makeda, dans le livre de Josué, ça fait partie des conquêtes, on vient de conquérir Makeda, qui est un site qui est entre Hébron et Lachish, pour faire simple, hein, donc au sud de Jérusalem, et pour lequel il y avait eu des fouilles qui avaient été faites, disons, je pense que c'était en 67, à l'époque, dans le contexte de la guerre
des 6 jours, de 1967. Il y avait des fouilles qui avaient été faites à ce moment-là, des fouilles de sauvetage. Et donc, justement, quelques ostracas avaient été découverts à cette époque-là. Et puis après, le site n'a plus été fouillé. Il est en Cisjordanie. Et donc, il est sous contrôle palestinien à l'heure actuelle. Il n'y a pas eu de fouilles depuis. Sauf que le site lui-même a été construit. C'est-à-dire, si vous y allez aujourd'hui, il y a des maisons, des immeubles, des machins, etc. Donc moi, j'y suis allé sur place, j'ai fait des photos, j'ai discuté avec les gens sur place. Et effectivement, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à l'occasion des travaux d'urbanisme, de voirie, de machin, on y va au bulldozer, on trouve des trucs. Tout ça s'est retrouvé sur le marché des antiquités. Et donc, et ça s'est retrouvé dans différentes collections. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec un collègue en disant on se peut qu'on ait parfois 2 morceaux d'une inscription qui soient dans une collection et dans l'autre. Donc, voilà. C'est ce qui ne nous facilite pas la tâche. Et donc, j'aimerais bien qu'une fois qu'on aura publié ce bouquin, on s'attaque à d'autres inscriptions qui viennent du même endroit, qui font peut-être partie, qui ont peut-être été copiées par le même scribe, mais qui sont retrouvées chez un autre collectionneur. Bon, voilà. Bon, déjà, on va finir ça. Mais donc, voilà. Donc derrière, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc nous, on a passé beaucoup d'années à déchiffrer ça. On a fini maintenant. Donc le livre est maintenant, on est à l'étape de ce qu'on appelle la fabrication. Il faut faire le bouquin maintenant, mais tout le matériel est là. Et donc voilà, il y a des centaines d'inscriptions. Alors, et donc, il y en a plein qui sont intéressantes. Donc il faut faire un petit choix. J'ai pris le numéro 36 au début. Donc que je retrouve, je n'arrive pas à bien voir. Ça c'est combien ça? Je n'arrive pas à lire. Ouf. Attendez, je vais rapatrier la fenêtre sur mon écran parce que j'arrive pas à lire sur le vidéoprojecteur. 27, ah oui 27, pardon. Je vais chercher tout de suite le numéro 36 si vous me laissez 2 secondes. 31, 32, 35, 36, on y arrive, voilà. 36, hop, je vous remets ça de l'autre côté. Voilà. Donc c'est cette inscription-là qui m'intéresse. Voilà, ça, en général, ça se tient dans la main, les débris de poterie, parce qu'on écrit, donc forcément, vous n'aurez pas des ostracas énormes. En général, ça tient dans la main. Il y en a qui sont tout petits, qui tiennent dans la paume de la main. Vous en avez même certains qui sont minuscules, avec juste un nom dessus. Alors, ce n'est pas une inscription sur jarre. Je vous disais tout à l'heure, vous pouvez sur votre jarre écrire votre nom, mais en général, on écrit gros, des grosses lettres. Que là, c'est un tout petit écrit, donc c'est plutôt... et en plus, il y a plusieurs noms qui ont été écrits sur des débris d'une même jarre. Et là, c'est plutôt probablement des tirages au sort ou des tickets, vous savez, si vous voulez. Voilà, comme aujourd'hui, on vous met un tampon sur votre poignet si vous allez dans un club, si vous ressortez, vous rentrez. Est-ce que vous avez payé? Oui, vous pouvez rentrer. Toi, tu rentres pas. Voilà. Ça, le videur, il dit bon. Et donc, à l'époque, on peut imaginer quelqu'un arrivait avec son petit machin, disant si, c'est moi. Bon, voilà. Ou bien, tout simplement, si on dit toi, on va faire les corvées. Qui va aller faire le ménage aujourd'hui? Hop, on pioche. Eh bien, aujourd'hui, ce sera toi, et demain, ce sera toi, etc. Voilà. Donc, on continue à faire ça aussi, à répartir les tâches. Donc, on a des listes. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai reçu un mail avec les journées des universités en février en disant on va être plusieurs profs à devoir faire les permanences. Et donc, on m'a dit toi, tu vas faire telle demi-journée, toi, telle demi-journée, etc., etc. Voilà. Donc, on fait ça encore aujourd'hui. D'ailleurs, on aura besoin d'étudiants aussi pour les journées des universités. Donc, avis aux amateurs. Et donc, voilà. Donc, on en a de toute taille. Mais là, on en a un qui est assez sympa, qui est assez grand. Et surtout qui est complet. Donc c'est bien, j'ai pris un texte qui est bien, qui est complet, parce que beaucoup sont cassés, donc c'est très frustrant, on a le début et puis on ne sait pas. Alors que là, c'est quand même complet. Excusez-moi. Donc je vais... Ce qui s'affiche, c'est l'ancienne image. Oui, c'est fait. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Donc là, ce qui m'intéresse sur ce texte-là, c'est qu'il va être assez facile à déchiffrer. Le texte est assez bien préservé, c'est fait à l'encre. Là, vous avez une photo couleur. On peut essayer de l'améliorer, vous voyez, d'améliorer un peu la luminosité. On peut regarder ce qui se passe à différentes longueurs d'onde, tout ça. Et puis, on peut essayer d'augmenter le contraste, de retravailler. Donc là, voilà, la photo que je vous ai envoyée, c'est celle-là, qui est celle où le texte apparaît quand même le mieux, on va dire. C'est voilà, un contraste maximal, l'encre noire sur un fond qu'on essaye de faire disparaître, qui est le plus blanc possible, et qui vous permet de déchiffrer. Bon. Alors... la difficulté supplémentaire ensuite pour le déchiffrement, c'est de reconnaître les lettres, puisque l'alphabet que vous voyez ici ne ressemble pas tout à fait à l'alphabet hébreu du codex de Leningrad ou des bibles imprimées de votre BHS aujourd'hui. Donc là, la difficulté supplémentaire, ça va être pour vous de vous habituer à cet alphabet. Alors,
Cela dit, je suis gentil, je vous ai distribué le texte tapé à l'ordinateur, donc comme ça avec voilà, une belle écriture d'alphabet carré, comme on dit, que vous connaissez bien. Donc si vous ne savez pas déchiffrer visuellement, c'est pas grave, vous avez le texte. Mais bon, voilà, je vous invite quand même, si vous voulez aller au bout de la démarche, de dire, mais moi j'ai envie de savoir à quoi ressemblaient l'hébreu à l'époque, voilà, c'est d'apprendre l'alphabet. C'est pas très compliqué d'apprendre l'alphabet, hein, il y a la forme des lettres, voilà. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais peut-être remettre l'autre photo qui est celle qu'on voit le mieux, voilà. Et on va regarder les lettres les unes après les autres, et je vais vous les tracer à l'écran. Donc voilà, c'est pas un apprentissage complet de l'alphabet paléo-hébreu. Bon, quoique on pourrait le faire, hein, c'est pas très compliqué. Ou peut-être peut-être que je vais faire, c'est que je vous distribuerai un tableau, peut-être le plus simple, comme ça vous verrez. Voilà, c'est pas. Mais d'ailleurs, ça se trouve, je pense même vous allez, je sais pas, sur Wikipédia, vous tapez paléo-hébreu et certainement qu'on va vous montrer. Voilà, donc le tableau, il doit exister. Sinon, il y en a plein. Mais oui, je ferai ça. Je mettrai sur Moodle un tableau pour que vous ayez une idée à quoi ressemblaient les lettres à l'époque. Comprenez malgré tout que ces lettres-là ne sont pas en fait totalement différentes de celles que vous connaissez, mais que c'est l'évolution de l'alphabet. Donc ça, j'en parle quand je fais le cours d'initiation à l'hébreu. Quand j'enseignais ici l'initiation à l'hébreu, j'en parlais un petit peu rapidement pour que les étudiants sachent qu'en fait, c'est en fait le même alphabet qui a évolué différemment. Et c'est pareil pour le grec. Quand vous apprenez l'alphabet grec, en fait, c'est là encore le même alphabet qui a évolué et qui est arrivé chez les Grecs. Et puis après, il y a les Étrusques et les Romains, etc. Donc si vous allez voir les inscriptions latines, même jusqu'au 3e, 4e siècle avant notre ère, elles s'écrivent de droite à gauche, elles ressemblent davantage à ça qu'au latin que vous connaissez, disons, de l'époque impériale. Donc c'est très intéressant de voir que c'est le même alphabet qui a rayonné comme ça dans tout le bassin méditerranéen. Donc là, par exemple, la première lettre, alors ça se lit de droite à gauche, donc ça, vous n'êtes pas dépaysé. Je vais essayer peut-être d'agrandir un peu la fenêtre. Ah non, j'ai fait disparaître la fenêtre, je voulais l'agrandir un peu pour qu'on voit un peu mieux. Vous avez la première lettre comme ça qui ressemble en fait, alors c'est un A, mais c'est un A qui est pivoté. Donc pensez à un A majuscule, comme en français, le A majuscule, mais vous le faites pencher. Et donc il va ressembler à quelque chose comme ça. Je peux tenter de dessiner, mais je dis tenter uniquement parce que en plus sur l'ordinateur. Mais concrètement, ça va ressembler comme ça, de façon schématique. Voilà, il se fait un peu comme ça. Vous avez deux traits, une sorte de V, enfin deux traits qui se touchent pour la plupart, et croisé par un autre trait qui n'est pas tout à fait vertical, il est souvent un peu penché. Là, à quoi il ressemble? Bon, il est penché, mais un peu dans l'autre sens. Donc là, voilà, il peut être penché comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Mais donc, c'est un A, enfin c'est un Aleph. Donc du coup, vous avez le Aleph au début. Et puis, la lettre suivante, si je la montre, alors il faut que je rafraîchisse l'écran encore, voilà. La lettre suivante, elle, c'est un He. Ah oui, alors comment on passe du Aleph, pour le Aleph toujours, comment on passe du Aleph comme ça au Aleph que vous connaissez? En fait, oui, il faut s'imaginer donc que il va falloir le faire pivoter, évidemment. D'abord, le Aleph que vous voyez ici, les traits ne se touchent pas toujours. Vous allez avoir des cas où, par exemple, vous allez avoir un premier trait et un deuxième trait, comme ça, vous voyez, donc on est un peu feignant, donc ça disparaît comme ça en pointillé. Et puis après, du coup, en fait, le trait va encore pivoter, ce qui fait que vous allez vous retrouver, en fait, avec ces deux traits. Oups, pardon, c'est là que j'ai du mal à écrire. Par rapport au Aleph que vous connaissez qui se fait comme ça, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous devriez avoir les deux traits parallèles en fait qui devraient se toucher à un moment donné. Alors vous pouvez les faire toucher comme vous voulez, c'est-à-dire que soit vous les faites se rejoindre comme ça en pointillé, voilà, enfin, et qui devraient dépasser comme ça, je fais des pointillés. Il faut imaginer soit qu'il est comme ça, on a donc ou bien dans l'autre sens. Mais voilà, en tout cas, ces deux traits que vous voyez, c'était en fait les deux traits de ce A que vous aviez, et l'autre c'est la diagonale qui traversait et qui s'est un peu voilà. Et donc ça, vous allez retrouver ça dans toutes les langues, enfin dans beaucoup de langues sémitiques, hein, même en éthiopien, si vous regardez l'éthiopien actuel, même encore utilisé aujourd'hui en Éthiopie, le Aleph s'écrit un peu comme ça, avec un bras un peu en haut et l'autre, une patte, tout ça, enfin bref. Donc il faut penser que la lettre, elle pivote.
voilà, de 90 degrés, et puis les traits, voilà, petit à petit, ils se séparent. Donc je suis d'accord que ce n'est pas évident d'emblée, mais si vous regardez bien, en fait, on comprend l'évolution de la lettre. Donc ça, c'est pour le Aleph. La lettre suivante, derrière, donc je vous dis, c'est un He. Alors le He, comment on le fait? Le He, on le fait avec trois... je vais me mettre sur une autre page, c'est peut-être plus simple. Voilà. Vous allez avoir a priori trois traits parallèles, en diagonale, légèrement penchés, et puis ils sont reliés sur le côté par un autre trait. Voilà. Donc ça ressemble un peu à ça. Je vous remonte la photo, et peut-être si je monte la photo à côté du trait que j'ai tracé, vous voyez, vous retrouvez la photo, les trois traits parallèles et le gros trait en diagonale. Ah oui, le trait supérieur a tendance à dépasser, c'est vrai. Il a tendance à dépasser, donc je vais compléter mon petit dessin en disant souvent au-dessus, tac, il va dépasser, il va être plus haut que les autres. Certains autres ont tendance à traverser un peu aussi, hein. Si le scribe il part vite, il n'est pas toujours bien aligné, donc voilà, c'est une écriture manuscrite. Donc ça, on peut aboutir à ce genre de forme. Et puis ensuite, là encore, comment on fait pour aboutir au He que vous connaissez aujourd'hui? D'abord, il faut savoir que au lieu d'avoir trois traits, parfois vous allez avoir des scribes un peu nerveux qui vont faire quatre traits, donc ils sont un petit peu... donc c'est... D'autres, au contraire, qui vont avoir tendance à fusionner le deuxième et le troisième. C'est-à-dire que vous avez parfois des He qui sont faits comme ça, avec le deuxième et le troisième faits ensemble. Voyez, donc ça, vous allez trouver des He qui sont faits comme ça, le deuxième se touche. Et puis ensuite, ce que vous allez avoir, c'est que le sommet peut être fait en fait pratiquement en un seul trait. Voyez, donc le trait supérieur et la diagonale vous faites ensemble. Et puis le deuxième, vous allez le faire comme ça. Et puis après, au bout d'un moment, ça va se détacher. Vous allez faire un truc qui va ressembler à ça. Et puis là, vous n'êtes pas loin du He que vous connaissez qui va ressembler à ça. Voyez, donc à chaque fois, il faut imaginer cette évolution de la forme qui se déforme, on le fait plus vite, on économise un trait, on fait les deux sans lever le calame, etc. Et donc voilà, ça finit par aboutir à une forme du He que vous connaissez aujourd'hui. Donc je comprends que quand vous voyez le He que j'ai fait en haut à droite, il ne ressemble pas beaucoup au He que vous voyez en bas à gauche. Mais voilà, c'est l'évolution. Voilà, c'est un lointain descendant. Donc c'est un He, d'accord? Ensuite, la lettre suivante, ici, là, la troisième lettre que vous voyez ici, elle est dotée d'une tête un petit peu triangulaire, là, et puis d'un grand trait en diagonale. Donc je vais le faire à l'écran. Ça, c'est la lettre bête. Je vais la refaire. Voilà. Alors attendez, comme ça. Donc, tac, tac. Et puis, donc ça, c'est la tête triangulaire, mais sauf que le troisième trait va se prolonger et il va partir comme ça. Alors après, c'est pareil, ça va être plus ou moins long, ça va être parfois arrondi. Vous voyez, là j'ai fait un bel arrondi, mais certains scribes vont faire un truc qui va être beaucoup plus anguleux, comme ça, voilà. Bon. Et puis pareil, là la tête elle est bien fermée, mais parfois si on le fait les trois sans lever, eh ben, on va faire hop, 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 voilà. Et puis après, au bout d'un moment, on va même faire un truc qui va faire hop, hop, hop. Et puis, si vous avez un truc qui dépasse au bout, vous arrivez à votre bête que vous connaissez. Voyez, donc, et le bête, des fois, il va avoir un petit machin au-dessus, là, voilà, qui a un peu le vestige de cette tête, mais qui n'est effectivement plus triangulaire, là, qui était fermée à l'origine, mais qui s'est ouverte progressivement. Bon. Donc ça, c'est les différentes formes que vous aurez pour la lettre bête. Donc ça, là, ici, elle est faite. Là, on a un script qui a une belle écriture cursive. Il aime bien, il fait tous les traits penchés comme ça. C'est assez joli la façon dont il fait ses traits. Alors, je vais rafraîchir l'écran encore. Tac. Voilà. La lettre suivante, ici, là, vous allez avoir la lettre Kaf. Alors, elle est un peu abîmée, mais vous allez avoir encore cette grande hampe, comme ça, là, qui descend, ce trait en descente. Et puis dessus, vous allez avoir aussi une autre tête, mais qui est mal, qu'on ne voit pas très bien ici, parce que c'est un peu abîmé. Donc, je vais vous le faire sur le tableau. Et du coup, je vais, pareil, faire sur ça sur une autre page. Vous allez avoir encore cette grande hampe, là, ce trait en diagonale qui descend, hein, qui est plus ou moins long en fonction des scribes. Et ensuite, au-dessus, vous allez avoir deux traits qui vont être soit faits, les deux peuvent se joindre sur la hampe, voilà. Et là, un peu comme un canard coupe son bec, là.
ou bien vous allez avoir une autre forme où en fait vous allez avoir le trait ici, mais l'autre trait, au lieu de rejoindre à la base, va se retrouver un peu plus par là. Voyez? Donc ce trait-là, vous pouvez soit le faire un peu à mi-chemin, soit le rapprocher à la base. Donc voilà, donc ça dépend. Et vous avez même parfois des scripts qui veulent tout faire d'un même trait, donc vous avez une sorte de tête triangulaire avec une sorte de Z, de zigzag. Bon, voilà. Ça, c'est la lettre CAF. Voilà. Et donc ça, c'est déjà le premier mot. Ah non, il y a une dernière lettre, pardon. Il y a un « et » à la fin qui va être le dernier mot. Puis après, il y a un petit point de séparation. Donc effectivement, on va avoir encore une lettre pour ce premier mot qui est de nouveau un « et ». Vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le « et », il était là, et vous l'avez ici, avec le gros trait en diagonale, les 3 traits parallèles, et le parallèle du dessus qui dépasse bien là derrière. Donc là, c'est bien, on est content. Sur le ret, en principe, il ne dépasse pas. Il ne dépasse pas sur le ret derrière. Là, il y a un ret derrière, mais vous voyez, il dépasse un petit peu. Donc justement, voilà, bon, alors, donc, et là, ensuite, les mots sont soit séparés par des espaces, plus ou moins larges, soit, si on a de la chance, par des petits points. On fait des petits points. Alors après, évidemment, comme il écrit avec une sorte de pinceau, qui est une sorte de brosse un peu biseautée, vous voyez. Donc en fait, même un petit coup de pinceau, je ne sais pas si vous avez déjà fait la calligraphie, mais vous ne pouvez pas faire un petit rond. Vous voyez, donc même un petit coup de pinceau. Donc là, parfois, il peut faire, alors soit il écarte un peu, ça vous fait un petit carré, soit il peut tourner, ça peut quand même faire un joli petit rond. Voilà, bon, voilà. Mais là, des fois, ils font rien, ou bien juste un petit point comme ça. Donc là, il y a une petite tache, j'ai du mal à voir si c'est de l'encre ou si c'est juste une tache. On peut regarder sur d'autres photos, mais là, les autres photos ne sont pas forcément super... Voilà. Je ne sais pas si ça, c'est un point de séparation ou bien s'il n'y a pas de point de séparation. En tout cas, on a un premier mot. Donc, on est content. On a un premier mot. Donc, je vais l'écrire en hébreu. Vous l'avez sur votre texte. Mais je vais l'écrire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Que j'arrive à voir. Voilà. On a ça comme lettre. Hein. On est d'accord? C'est ça qu'on a lu. Aleph, He, Bet, Kaf et He à la fin. Alors maintenant, vous n'avez pas de voyelle, hein, évidemment, puisque vous êtes habitué à la vocalisation massorétique, hein, le travail des massorètes, mais là on est à la fin du premier millénaire de notre ère, 8e, 9e siècle. Ouais, on pourra certainement finaliser fin 9e siècle, je sais pas. En tout cas, bon voilà, on a au 10e siècle, on a des manuscrits. On a des manuscrits au début du 10e siècle de notre ère, où là le système est bien finalisé, donc voilà, on a dû travailler dessus un peu avant. Quand même. Mais en tout cas, on est au Moyen-Âge, si vous voulez. Voilà. Donc là, on est 600 ans avant notre ère, hein, à la louche. Donc, 600 ans avant notre ère, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Donc, comment on fait dans ces cas-là pour identifier ce mot si vous n'avez pas les voyelles? Vous n'avez pas les voyelles, mais vous avez quand même l'idée qu'en hébreu, il y a des verbes, il y a des racines, etc., etc. Donc là, est-ce que... puis on va ajouter des choses, voilà. Donc, là, est-ce que vous avez des idées sur comment on pourrait décomposer ces lettres, ces 5 lettres, pour en faire un mot? Est-ce qu'on peut découvrir, est-ce qu'il y a une racine qui vous dit quelque chose? Il y a des idées? Non, personne? Alors. De donner comme racine bête, kaf, et. Ouais. Mais je ne sais pas avec précision qu'est-ce qu'on fait du Aleph et de l'eau. Ouais. Donc la proposition, je répète pour ceux qui sont à distance, donc c'est de dire que la racine ce serait bet, kaf, he. Et donc se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait devant du Aleph et du he. Alors effectivement, en hébreu il y a les racines, puis après il y a les postformantes, il y a les préformantes et les postformantes. Alors effectivement, les lettres qui peuvent servir de préformante, un Aleph peut servir de préformante, puisque dans les conjugaisons, hein, vous avez le Aleph comme préformante de la première personne au Yiktol. Hein, Ertov ou Ektol, Ektol, Tiktol, etc., etc. Bon, très bien. Donc le Aleph, on peut l'expliquer comme ça. Ensuite, on a un He. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que ce serait une deuxième préformante. Mais, alors le He peut être utilisé aussi comme préformante, y compris pour des conjugaisons, des verbes, etc. Le hifil, par exemple, hiktil, voilà, on s'est dit, bah oui, il y a le hifil, il y a un He devant.
Et si on veut avoir les deux ensemble, on pourrait même imaginer que, effectivement, à l'inaccompli du ifil, au yictol du ifil, qui serait rendu actile, si vous avez mes paradigmes que je peux vous filer, si vous voulez, mais qui sont sur mon site internet, mais vous avez certainement déjà, j'explique, je pense, à moins que ce soit pour l'araméen, je ne me souviens plus, mais qu'en fait, le hé du ifil à l'inaccompli, il est tombé. Quand vous avez actile, en fait, vous avez ahactile. Et donc, effectivement, on peut tout à fait imaginer qu'à l'époque, on ait les deux préformantes, que le hé ne soit pas tombé et qu'on ait une forme du style ahactile. Donc, un inaccompli, ifil, première personne du singulier, du verbe bacha, bet kaf he, troisième finale faible. Vous connaissez ce verbe en hébreu? Pleurer, absolument. Donc, pleurer, oifil, faire pleurer, et donc je fais pleurer. Je ferai pleurer. Bon. Donc, techniquement, c'est possible. Je trouve ça très intéressant. J'y avais pas pensé. Mais effectivement, on peut imaginer que ce soit une identification possible de ce mot. Donc très intéressant. Je ferai pleurer. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée de racine et de comment on pourrait s'en dépatouiller? Oui. On pourrait avoir la racine he, bet, kaf, Racine he, bet, kaf. Oui. une préformante aleph, Ouais. et postformante he. Préformante aleph, postformante he. On peut faire ça aussi, effectivement. Alors là, on a un petit problème, c'est que la racine he, bet, kaf, moi je ne connais pas. Il y a très peu de racines qui commencent par un he. Mais bon, cela dit, on peut vérifier dans le dictionnaire. Regardez, hop, vous mettez votre dictionnaire à l'écran. Vous allez chercher dans votre dictionnaire, moi je ne sais pas, le Kleins par exemple, qui est un dictionnaire d'hébreu classique. L'avantage du Kleins, c'est que, effectivement, contrairement aux autres dictionnaires que vous connaissez, bon, alors d'abord, un point sur les dictionnaires. En français, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez le Raymond, c'est toujours pareil, j'imagine. Il y a pas à ma connaissance, pareil. Il était question que j'en fasse un nouveau. On avait même pensé à faire ça avec un projet avec des étudiants, tout ça, il y a fort longtemps. Mais là, ça remonte à il y a 15 ans en arrière. Enfin, pas tout à fait, mais 2000, il y a 12-13 ans en arrière. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais les dictionnaires que vous avez prennent le vocabulaire de la Bible hébraïque. Donc c'est très bien. Si vous travaillez sur la Bible hébraïque, normalement, le Raymond, il y a tout dedans. Donc vous êtes content. C'est le cas de la plupart des dictionnaires d'hébreu anciens. Donc le Keller Baumgartner, par exemple, qui est très bon, et sur lequel était basé en fait le dictionnaire de Raymond, était une version française raccourcie du Keller Baumgartner. Voilà. Donc vous n'aurez que le vocabulaire biblique. Maintenant, il y a quand même un dictionnaire intéressant qui est paru dans les années 2000, qui s'appelle, c'est le dictionnaire de Kleins, donc en anglais, alors qui est paru en, je ne sais pas combien, 8 volumes, donc c'est très gros, ça coûte cher, mais qui est un dictionnaire d'hébreu classique, Dictionary of Classical Hebrew, donc d'hébreu classique, c'est-à-dire vous avez l'hébreu biblique, mais vous avez aussi l'hébreu ancien, en dehors de la Bible. Donc des mots, si vous tombez justement là dans les ostracas ou dans des papyrus, des parchemins, papyrus il n'y en a pas beaucoup, mais on va dire des parchemins, les rouleaux de la mer Morte, tout ça, et des mots qui n'existaient pas, voilà, qui ne sont pas dans la Bible hébraïque, eh bien, il les met aussi. Donc c'est évidemment un dictionnaire très intéressant pour vous quand vous êtes un hébreu avancé et que vous vous aventurez en dehors de la Bible hébraïque. Et même si vous travaillez sur un passage de la Bible hébraïque, il va vous dire, oui, ce terme-là, vous l'avez dans la Bible hébraïque, mais vous l'avez aussi dans Ben Sira. Par exemple, le fameux Siracide que vous connaissez en grec, enfin, qui a été canonisé, disons, par l'Église catholique romaine et d'autres églises, etc. On a aujourd'hui des manuscrits du Siracide en hébreu, fragmentaire, mais une bonne partie, et dedans, il y a du vocabulaire, et c'est très intéressant, du vocabulaire qu'on n'a pas, ou qu'on a, etc. Donc c'est très intéressant. Donc je vous recommande le dictionnaire de Kleins. Il a été édité dans une version abrégée, Concise, Dictionary of Classical Hebrew, donc voilà, concis, en un seul volume, fait pour les étudiants, concrètement, qui n'ont pas beaucoup de sous, où vous avez quand même tout le vocabulaire, mais au lieu d'avoir un paragraphe ou une page sur ce mot, vous avez une version très compacte, juste l'essentiel sur ce mot-là. Mais vous avez quand même tous les mots. Donc pour les étudiants, c'est pas mal. Et puis bon, sinon, il faut travailler en bibliothèque, évidemment, ou sinon, il y a le Père Noël. Évidemment, vous pouvez demander pour Noël, dire, j'aimerais bien les 8 volumes de... Voilà. Donc là, on peut regarder cette hypothèse de dire, est-ce qu'on connaît la racine He, Bet, Kaf, et il me dit non. Voilà, lui, il connaît He, Bet, Lamed. Si on va chercher un Lamed, il va trouver. Voilà.
Donc on va trouver la racine hebet lamed, mais en dessous il a rien. Vous voyez, il a un hebet kaf, non, il trouve pas. Donc, alors bien sûr, on peut toujours dire oui, mais donc on a découvert un mot nouveau, merveilleux. Donc ça arrive, hein. Moi justement dans des inscriptions comme ça, des fois on tombe sur des mots, on dit alors ce terme n'est pas attesté, on ne connaît pas. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans d'autres langues sémitiques à côté, mais il y a quand même l'araméen, l'ougaritique, l'arabe, l'acadien, etc. Et peut-être qu'on aurait de la chance. Bon. Mais c'est quand même pas la solution qu'on va privilégier d'emblée. Disons, en général, on essaie de pas trop se compliquer la vie. Donc si on a des racines qu'on connaît déjà, qui sont bien utilisées, tout ça, c'est quand même rassurant. Donc on va mettre ça de côté. Si on trouve mieux, on sera content, sinon on y reviendra. Est-ce qu'il y a d'autres propositions sur comment analyser et décomposer ce mot? Non? Personne? Oui? Sinon, il y a la racine Aleph, He, Vav, Bet. Oui. Ça veut dire aimer, non? Aleph, He, Bet, qui veut dire aimer. Mais oui, absolument. C'est bien de parler d'amour quand même de temps en temps. Bon. Alors effectivement, ahav, c'est le verbe aimer en hébreu, qui est bien attesté. Le verbe est attesté en hébreu biblique. Le substantif est dérivé, ahava, l'amour, hein, est bien attesté en hébreu. Vous avez même, je crois, en licence, vous avez dû... il y a des textes, donc Cantique des Cantiques, etc. Enfin, je ne fais plus les cours d'hébreu biblique, tout ça, de première, deuxième année, mais il me semble que, normalement, dans la liste des textes, avant que ça ait changé, il y avait quand même des textes où on avait le mot ahava, etc. Non? Vous n'avez pas dans Cantique des Cantiques Hazar, Hamavet, Ahava, donc l'amour est fort comme la mort, etc. Non. Ah, dans l'histoire de Joseph aussi, peut-être, bien sûr, oui, dans le cycle de Joseph. Enfin voilà, donc, normalement, vous devriez connaître quand même le mot Ahav, et peut-être même qu'on aurait dû commencer par ça, d'ailleurs, en disant quand même, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà penser au mot Ahav, qui est du coup très connu? Mais alors, du coup, si c'est la racine Ahav, qu'est-ce qu'on fait de ce kaf et de ce he derrière? Est-ce que c'est une performante? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un kaf, ça ressemble à quoi un kaf derrière Ça existe, ça, derrière, ajouter une lettre? Est-ce que c'est pas un complément d'objet direct? Un complément d'objet direct. Toi, Pardon? toi, Ah oui, toi. Oui, 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 d'accord. Oui, oui, bien sûr. Donc un pronom suffixe, voilà. Ra, qui est donc le pronom suffixe, deuxième masculin singulier, qui peut être effectivement, qui pourrait être là syntaxiquement l'objet direct du verbe. Si on considère que ahav c'est un verbe, effectivement, j'aime, il aime, hein, ahav, il aime qui? Il aime toi. Bon, alors, oui, alors, oui, tout à fait, ça peut être ça. Alors après, donc, avant de rentrer sur la question de la syntaxe, de savoir si c'est un complément d'objet direct ou quoi, mais déjà, effectivement, de dire qu'il y a un pronom suffixe, un kaf. Le kaf, quand il est préfixé au mot, c'est la préposition kaf, comparative, comme. Quand il est suffixé au mot, en général, effectivement, c'est un pronom suffixe, deuxième du singulier. D'accord? Deuxième masculin ou féminin. Bon, si c'est ra, toi, voilà. Et r ou ri, enfin ça dépend après pour le féminin, on pourra discuter. Mais voilà. Donc là, le kaf pourrait servir à ça. Donc si on part sur cette idée-là, donc aimer toi, le kaf on l'explique, et le he on l'explique comment là? Que pourrait être le he? Un he à la fin d'un mot, ça sert à quoi? Une mère de lecture. Une mère de lecture. Oui, une mère de lecture, effectivement, un he en fin de mot exprime le son A, souvent utilisé pour indiquer le son A. Tout à l'heure, je parlais de ahava, donc l'amour, ahava, en hébreu, vous allez mettre un he à la fin pour dire oui, parce qu'il y a un A à la fin. Si vous ne mettez pas le he à la fin, on ne sait pas si c'est ahav ou ahava. Donc c'est bien pratique quand vous voulez savoir, quand vous voulez dire attendez, il y a un A à la fin, le son A, de mettre un he. Donc effectivement, c'est le principe des mères de lecture. Alors là, c'est très intéressant parce que les mères de lecture, vous, quand vous faites de l'hébreu massorétique, vous n'en avez pas beaucoup besoin parce que de toute façon, vous avez la vocalisation massorétique. Ils vous mettent un kametz, donc vous avez un kametz, vous savez déjà qu'il y a un A à la fin, parce qu'il y a le kametz qui vous le dit, donc le he ne sert à rien. Bon, on le garde quand même parce qu'on est sympa, voilà. Bon. Mais évidemment, quand on est à une époque où il n'y a pas de cantillation,
de points voyelles, les mères de lecture, là, elles sont bien utiles. Et vous allez voir que vous allez regretter de ne pas en avoir plus que ça. Parce que justement, on se dit, ah, si seulement on avait, là, on pourrait savoir, etc. etc. Bon. Euh, euh, les mères de lecture n'ont pas totalement disparu. Même, vous voyez, les massorettes ont créé leur système de points voyelles. Mais comme les massorettes s'interdisaient de toucher au texte lui-même, nous, on est là pour préciser la prononciation, mais le texte, on n'y touche pas. Et donc, effectivement, il y a un côté un peu redondant en disant, voilà, il y a les mères on laisse les mères de lecture, mais il y a la vocalisation. Il y a même des cas qui sont compliqués pour nous, où les massorettes, leur prononciation est en contradiction avec les mères de lecture. Donc de temps en temps, quand vous faites de l'hébreu massorétique, ça vous est peut-être déjà arrivé, sinon ça vous arrivera, à un moment donné, un net me dire, mais non, on ne peut pas vocaliser comme ça. La mère de lecture, elle me dit que, et là, j'ai ça. Non, non, là, qu'est-ce que vous me faites là? Ça ne va pas du tout. Bon. Donc voilà, mais les massorettes ont dit non, désolé. Alors des fois dans la marge, ils précisent, on appelle les kérékétives, en disant oui, alors en fait le texte consonantique a une erreur, il faudrait corriger, on n'ose pas le faire, mais on le met quand même dans la marge. Bon. Et les mères de lecture n'ont jamais disparu, puisque même aujourd'hui en hébreu moderne, si vous faites de l'hébreu moderne, vous allez faire un tour en Israël. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. J'espère que, évidemment, on prie tous pour la paix et pourquoi pas dès cette année. Hein, c'est le nouvel an juif, hein, Shana Tova à tous. Voilà, on vient de fêter le nouvel an juif, Rosh Hashanah. Et donc, bien sûr, à chaque fois, c'est l'occasion d'avoir des vœux et des vœux de paix, évidemment, pour tout le monde, des gens qui souffrent de part et d'autre. Et donc, en hébreu moderne aujourd'hui, on fait un usage intensif des mères de lecture, parce que figurez-vous qu'en hébreu moderne, on a laissé tomber la cantillation massorétique. C'est moche hein, pour les massorettes, les pauvres, ils disent quand même, on s'est donné un mal de chien, développé un truc super sophistiqué, tout ça. Et aujourd'hui, vous nous dites que ça ne sert plus à rien, sauf à pourrir la vie des étudiants d'hébreu en fac de théologie, qui disent ah, comment on fait, c'est quoi la différence entre un tséré, un ségol, tout ça. Ouais, bon. Et donc, alors, ça n'a pas totalement disparu. Vous avez parfois dans la presse écrite ou dans des livres, etc. On va quand même utiliser de temps en temps, surtout pour ceux qui débutent ou qui ne savent pas, ou s'il y a une forme d'ambiguïté. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, on écrit sans la cantillation massorétique, mais avec des mères de lecture. Et on a même généralisé l'usage des mères de lecture en hébreu moderne aujourd'hui pour dire, voilà, on en met un maximum, enfin, en tout cas là où, partout où ça pourrait être ambigu, on met une mère de lecture. Bon, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Là, à l'époque, le système n'a pas été sophistiqué. Il n'y avait pas d'académie de la langue hébraïque qui disait c'est ça les règles orthographiques. Les scribes, ils apprenaient à écrire, mais les écoles de scribes, ce n'étaient pas toutes les mêmes. Et pas forcément quelqu'un qui lui tapait les doigts sur la règle en disant non, tu as fait une faute d'orthographe. Il ne faisait peut-être pas des dictées. Enfin, ici, il y avait certainement des dictées parce qu'on voit des exercices de scribes où ils recopient des textes et ils font des erreurs et ils sont corrigés derrière par le prof. Moi, j'en ai là dans la même collection. C'est marrant de voir un gars qui écrit un peu mal et puis au-dessus, le truc bien écrit. Donc on comprend mieux que c'est le prof qui a dit ah non, là, non, c'est pas bien. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que les mères de lecture, elles existaient à l'époque. On pensait que leur usage était assez limité, 600 ans avant notre ère, alors qu'à Qumran, vous allez plus loin, donc tournant de notre ère, on en a beaucoup. Et en particulier, le pronom suffixe deuxième masculin singulier, ra, toi, en hébreu biblique, il n'est pas écrit avec un « hé », vous n'avez pas de mère de lecture. En général, vous l'écrivez avec un kaf final et puis un kames dedans, ra. C'est comme ça que vous l'écrivez. Becha, avec toi, etc. etc. Ou lecha, pour toi. Voilà, pour toi, lecha, etc. Bon, voilà. Donc, il s'écrit comme ça, avec un kaf final et un kames dedans. Alors, vous dites, bon, à l'époque, le kames n'existe pas. Le kaf final, on ne distingue pas à l'époque de forme initiale, médiale, finale, etc. Un kaf, c'est un kaf. Bon, il ressemble à ce qu'il y avait au-dessus, là. Bon, voilà. Et d'ailleurs, le kaf final est en fait le kaf d'origine, puisqu'avec sa hampe, hein, vous voyez, donc quand vous écrivez votre kaf médial comme ça, en fait, c'est parce qu'il doit avoir une hampe, mais que comme c'est pas la dernière lettre du mot, et qu'il faut continuer à aller vers l'autre mot, hop, bah du coup, la hampe, on vient la plier pour qu'elle se rapproche de la lettre qui suit, parce qu'on est quand même feignant, on ne va quand même pas descendre trop bas pour remonter derrière, donc schlac. Et donc toutes les formes que vous avez appris comme étant des formes finales, le nun final par exemple, voilà, enfin toutes ces formes-là, en fait, souvent, ce n'est pas des formes finales, c'est des formes, primaires en fait, enfin des formes primaires, les formes originales.
qui sont plus anciennes que la forme médiale, qui est en fait une forme qui a été modifiée. Le noun, c'est pareil, il était avec une hampe, et la hampe a été coupée. Bon, bref. Donc, à cette époque-là, vous n'avez pas non plus de kaf final, vous avez un kaf tout seul. Donc, on pourrait écrire juste avec un kaf. Et on n'utilise pas beaucoup de mères de lecture. Si on n'utilise pas de mère de lecture, le problème, ça va être de savoir, mais est-ce que c'est toi homme ou toi femme? Puisqu'effectivement, vous avez vos paradigmes en hébreu, vous savez, comme ça, en disant l'erk, lecha, etc., les rives, voilà, ça dépend comment. Pour le féminin, soit vous allez écrire avec er ou ri, ou etc., enfin, il y a différentes manières, mais dans tous les cas, si vous ne mettez pas de mère de lecture, c'est un simple kaf. Et donc, il y a ambiguïté. Est-ce que j'écris à un homme ou est-ce que j'écris à une femme? Alors évidemment, dans le contexte, on doit pouvoir savoir si on s'adresse à un homme ou une femme. Mais ce qu'on observe, c'est qu'à Qumran, on a pris l'habitude, certains scribes ont pris l'habitude de mettre systématiquement une mère de lecture he, ha. Et donc, vous le verrez si on fait un texte de Qumran. Et donc, moi j'ai appris, quand j'ai appris, voilà, il y a longtemps, l'hébreu, voilà, on commence à faire des textes de Qumran, mère de lecture he, ha, d'accord, ok, très bien. Et on m'expliquait que, non, ça n'existait pas avant. Et là, nous, on étudie ces textes et on tombe là-dessus. Bon, va falloir corriger les grammaires. Donc maintenant, on a découvert et que déjà, 600 ans avant notre ère, à la louche, en fait, il y a déjà des scribes qui disent, si, moi je vais mettre une mère de lecture et à la fin. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas dans les grammaires, dans les publications, parce que voilà, c'est des choses qui ont été découvertes récemment. On a déjà un peu publié là-dessus, donc si vous discutez avec des gens très bien informés, ils vont le savoir. Mais il n'y a pas beaucoup de gens sur la planète qui le savent. Bon, maintenant, vous en faites partie. Vous voyez, vous êtes top niveau. Voilà. Donc, effectivement, on peut imaginer que ce soit le pronom suffixe ra, toi. Donc, le verbe aimer, la racine aimer, et puis toi. Alors maintenant, si on part là-dessus, il va falloir savoir, est-ce qu'effectivement, est-ce que c'est le verbe, est-ce que c'est quelle forme? Parce qu'on a les trois consonnes ahav, mais qu'est-ce que ça nous donne? Alors, si c'est un verbe, effectivement, ça peut être de l'accompli. Il a aimé. Ahav, suivi de ra. Mais, disons que vous savez quand même qu'en hébreu, souvent, on va plutôt mettre, quand l'objet du verbe, c'est un pronom personnel, on va plutôt utiliser la particule et pour dire toi, un otra. Si on dit il a donné, Nathan, non, c'est à toi, non, ça ne marche pas, c'est un objet indirect et pas direct. Mais si il aime toi, voilà, ahav, otra, il aime toi. On peut imaginer ahavra, pourquoi pas. Après, évidemment, il va falloir regarder le reste de la phrase pour pouvoir trancher. C'est là que je peux vous aider un peu pour gagner du temps, pour éviter qu'on patauge sans fin, qu'il y a d'autres termes issus de la racine ahav, et en particulier, on fait très vite des termes. Alors, bon, l'amour, on sait que c'est ahava, tout ça, bon. Mais il y a aussi une façon de créer des substantifs ou des adjectifs à partir des racines, c'est ce qu'on appelle les participes et les infinitifs. Le fait d'aimer, voilà, voilà, vous en faites un substantif. Et puis le participe, pareil. Un participe devient, voilà, vous êtes des étudiants, je suis enseignant. Enseignant, à la base, vous prenez le verbe enseigner, ça donne enseignant. En enseignant, j'étais en train d'enseigner, j'étais enseignant. En enseignant, il s'est passé tel truc. Et en étudiant tel domaine, je me suis rendu compte que, donc, du verbe étudier, vous faites étudiant, donc un participe présent en français, et puis finalement, on va le substantiver, on va faire un terme. Vous êtes des étudiants, je suis un enseignant, et ça devient des noms, des substantifs. Bon. Et bien en hébreu, on fait pareil. On prend un participe, et le participe, finalement, peut être substantivé. Et donc, c'est pareil, on peut faire un participe. Et donc, le participe actif de ahav, ça donnerait quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Katal, si vous dites le participe actif de katal, c'est... Pardon? Ohav. Ah oui, ohev. Alors, ce serait ohev. D'accord? Kotel. D'accord? Ça, c'est le participe actif, donc aimant. Un aimant. Un aimant, pas un aimant au sens de truc qui colle. Voilà. Mais ce serait ohev. Et si c'est le participe passif, c'est pas ohuv, c'est ahouv. Hein? Katouv, kacher, katouv, etc. Celui qui est écrit. Donc, kotev, écrivant, katouv, qui est écrit. Ahou. D'accord? Donc, ahouv, c'est celui qui est aimé. Donc, l'aimer, le bien-aimé.
Donc vous avez l'ami, celui qui aime, et l'ami, celui qui est aimé. Alors un ami, vous pouvez soit dire c'est Ohev ou Ahuv, comme vous voulez. Normalement, c'est dans les deux sens. Si on est amis, on peut espérer que ce soit réciproque et que voilà. Après, on ne sait jamais. Hein, il y a des gens qui sont amis tout seuls avec quelqu'un d'autre qui n'est pas leur ami. Mais bon, bref, voilà. Donc, on peut se poser la question de savoir si c'est Ohev ou Ahuv. Et là, à ce moment-là, c'est si vous pensez que Ohev ou Ahuv, c'est ami, l'ami, voilà, un participe qui doit substantiver. Et donc, Ahuv cha ou Ohev cha, eh bien à ce moment-là, ce sera ton ami. Et là, ça marche, et à vrai dire, dans le contexte, c'est ça qu'on va garder, parce que il s'agit d'une lettre. Mais ça, je vous le dis, voilà, c'est le spoiler, parce que je vous aide quand même, parce que c'est la première fois que vous tombez dessus, donc j'ai quand même, je me dis les pauvres, j'ai pas envie que vous restiez. Mais effectivement, dans une lettre, il y aura des formules de politesse, et on commence, comme en français, vous dites quoi? Vous dites « cher un tel ». Voilà. Tout à l'heure, justement, quand on discutait de la journée des universités, j'ai écrit à mes chers collègues « cher Béate », etc., « cher Jérôme Cotin, Béate Felmy », etc. Voilà. Bon, voilà, « cher ». En français, « cher », quelque chose qui est cher, c'est cher à mon cœur, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Donc, cher Jérôme, cher Béate, ça veut dire que vous avez de la valeur à mes yeux, donc je vous aime, donc vous êtes mes amis, etc., etc., etc. Bon, voilà. Donc, de la même manière qu'en général, les formules de salutation se veulent plutôt positives, hein, donc on va plutôt dire des choses gentilles que des choses méchantes. Donc, on peut effectivement trouver ce type de formulation. On peut imaginer aussi les formulations les plus courantes, à vrai dire. C'est pas forcément cette formulation, hein, on va se présenter comme le bien-aimé, l'ami de quelqu'un, ton ami. Alors évidemment, en français, quand on écrit à quelqu'un, on commence par le nom de la personne qui écrit. Hein, on dit « cher Jérôme », donc « toi Jérôme, je t'écris à toi », et on signe à la fin de la part de, voilà, amitié, cordialement, si vous voulez, Michael, etc. etc. Bon, voilà. Donc on commence par le nom du destinataire et on finit à la fin par l'expéditeur. Bon, sauf que dans les mails, maintenant, il y a marqué l'expéditeur d'emblée, donc en fait, il n'y a pas de surprise, on sait qui écrit à qui, mais bon, bref. Et là, voilà, donc dans la formulation, c'est comme ça. En hébreu, et pas qu'en hébreu d'ailleurs, mais à l'époque, on va plutôt avoir tendance à commencer par mettre le destinataire, pardon, à mettre l'expéditeur au lieu du destinataire. Voilà. Donc, on va dire, pas toujours, des fois, on va commencer directement par l'expéditeur. J'écris à un tel, de la part de, etc. Donc ça, vous pouvez avoir ça, on va avoir des lettres, directement on met le destinataire, et souvent on va utiliser la préposition « elle », hein, vers, vous savez, « el Moshe », hein, « Vayedaber Adonai el Moshe », il écrit à qui? À Moïse, il est le destinataire, donc « elle ». Ou bien tout simplement la préposition « lamed ». Mais c'est plus rare quand même. En général, c'est plutôt « elle » en toutes lettres, hein, que « lamed ». Mais sinon, on commence par dire qui écrit, de la part de qui c'est. Et là, on va donner l'expéditeur, et au lieu de dire juste le nom d'expéditeur, de la part de Michael à un tel, on va présenter le statut de l'expéditeur par rapport au destinataire. Je suis qui par rapport à toi? Bon. Et vous allez avoir donc des rapports de subordination. Donc quelqu'un va se présenter comme étant le serviteur d'un autre. Vous allez avoir le terme. Vous savez comment on dit serviteur en hébreu? Eved, oui, c'est bien. Eved. Donc, vous allez avoir ça. Ton serviteur, Michael, écrit, bon, si j'écris au doyen, je veux dire, voilà, ton serviteur, voilà, etc. Bon, voilà. Je me prosterne cette fois. Enfin, bon, voilà. Donc, voilà, si on a un rapport de subordination, voilà, on va se présenter comme étant le serviteur, Eved, typiquement. Donc, vous allez avoir Avdecha, ton serviteur, un tel, écrit. Et puis on va bien sûr avoir des formules de bénédiction, on les verra plus loin, hein, parce qu'on les a dans cette lettre, donc pour en discuter. Donc ça voilà, donc, en général d'emblée vous allez savoir. Si on écrit comme étant ton frère, Achicha, un tel t'écrit, etc., etc., alors c'est pas forcément des frères de la même famille. Moi je peux écrire à mon frère, voilà, je lui envoie un message, salut frangin, etc. Et là on est vraiment des frères, on a les mêmes parents, même papa, même maman, etc., etc. Voilà, on est vrais frères de sang. Mais là évidemment dans l'Antiquité, si les gens s'écrivent, alors moi j'en sais rien, hein, peut-être qu'il y a des vrais frères qui s'écrivent vraiment, mais en tout cas l'usage classique c'est une question de rang. Nous sommes frères,
c'est comme la fraternité, vous savez, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes tous frères, c'est-à-dire qu'on est de rang égal. Hein, c'est vraiment pas du même rang. Bon. Donc, ton frère t'écrit, ça veut dire qu'en fait, je suis ton égal en rang. Je ne suis pas ton esclave, je ne suis pas ton serviteur, je ne suis pas ton supérieur, je suis machin, etc. etc. Voilà. Donc, il y a cette idée, voilà. Donc, d'ailleurs, trouver souvent, on va utiliser les termes de filiation. D'ailleurs, des gens vont parfois écrire en disant ton fils écrit, etc. Ce n'est pas vraiment son fils. Mais il est effectivement d'un rang inférieur. On va dire pourquoi il ne dit pas Eved à ce moment-là, parce que peut-être que ce n'est pas non plus un esclave, par exemple, si c'est un roi qui est vassal d'un autre, etc. Il va dire, bon, je suis quand même roi, donc je ne suis quand même pas esclave, donc, mais je suis ton fils, parce que c'est quand même toi qui es voilà, le roi au-dessus de moi. Donc, tout ça, c'est très codé, tout ça, c'est très codifié, et donc ça va vous permettre de savoir un peu à qui vous avez affaire. Parmi ces formules, ces petits mots-clés, donc on les connaît, moi c'est pareil, quand j'étais étudiant, tout ça, je faisais ma thèse à la Sorbonne, tout ça, j'ai appris tout ça. Et puis on est tombé sur ce texte, avec ce mot au début, et donc vous voyez, on a passé beaucoup de temps à discuter ce mot, parce qu'en fait, quand on est tombé là-dessus, on s'est dit, mais on ne commence pas une lettre avec ce mot-là. On n'avait jamais vu ça. On n'a jamais vu une lettre qui commence par ce mot-là. Alors, on a travaillé un petit peu, tout ça. On a pensé que c'était ton bien-aimé, hein, ton ami, voilà, qui se présente comme quelqu'un. Alors, de quel rang, c'est pas très clair, parce que, d'accord, on n'est pas ennemis, bon, on est amis, mais ça ne nous dit pas s'il est subalterne, machin. Après, la suite de texte peut nous dire, ah oui, non, il prend des ordres, ou il donne des ordres, donc on comprend que, etc. Mais on était un peu surpris. Et puis on en a trouvé comme ça, sur les, donc je vous dis, il y a 400, dans cette collection, il y a 450, on en a 10 ou 15 comme ça. Donc c'est pas un cas unique, hein, c'est pas juste un gars une fois qui s'est dit, tiens, je vais me présenter comme ça, j'ai une nouvelle idée. En tout cas, s'il a eu l'idée, il a fait des émules, puisqu'on l'a 10 ou 15 fois. Et c'était très intéressant parce que nous, on a travaillé pas mal d'années là-dessus, et on avait compris ça avec donc, le collègue avec qui je travaille. Et puis une fois, j'étais à Tel Aviv et je discute avec une collègue israélienne qui travaillait sur un autre ostracon de Arad, je crois, qui avait déjà été publié, mais qui avait été mal déchiffré, etc. Donc meilleure photo, machin truc, etc. Elle me dit, tiens, puisque tu es là, tu peux m'aider. Alors, elle me dit, je te montre un truc. Elle me dit, écoute, je pense qu'en fait, ça a été mal lu. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut lire, et elle me dit, il faut lire ça, donc Avecha, ton bien-aimé, ton ami, etc., du verbe ahav et tout. Mais elle dit, j'hésite parce que en fait, ça n'existe pas, pas nulle part. Et je lui dis, bah en fait, si, tu as raison, je suis d'accord avec toi, tu as bien déchiffré le truc. En fait, c'est là que je lui dis, mais en fait, moi avec André Lemaire, donc en fait, nous on en a 15 comme ça. Donc oui, alors elle était rassurée, elle était très contente parce qu'au début elle avait un peu peur. Enfin, la première fois qu'on découvre un truc, on se dit, peut-être je me trompe, j'ai mal compris, j'ai mal lu, etc. Mais bon, finalement, c'est rassurant quand on se dit qu'on a. Donc elle a publié un article, il y a, je ne sais plus quand, enfin bref, elle a publié un article donc, où elle republie un ostracon qui était déjà connu, qui avait déjà été publié. Je sais pas, genre il y a 50 ans déjà, hein, donc le truc était déjà bien connu, mais elle dit grâce à de nouvelles photos, de machin, de trucs, j'améliore la lecture, et elle dit, en fait, cette formule d'introduction, c'est quelqu'un qui se présente comme l'ami du destinataire. Et donc, elle dit bien dans son article que c'est nouveau, que c'est totalement inédit, qu'on ne connaît pas ça du tout, et je crois qu'elle prend soin quand même de signaler qu'en fait, c'est aussi attesté dans d'autres inscriptions qui ne sont pas encore publiées, en l'occurrence, c'est dont celle-ci que je vous montre aujourd'hui. Et donc voilà, maintenant qu'on l'a suffisamment de fois, on a bien compris, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cela dit, en général, on n'a pas la mer de lecture. Hein, si je vous montre, j'ai fait une concordance, où est-ce qu'elle est? Il faut que je la retrouve, la concordance. Si je vous la montre vite fait, je vois qu'il est 28, donc on va terminer bientôt. Si je vais chercher à Ahav, voilà, regardez, vous l'avez, voilà, vous avez ici Ohafra, donc ton ami, Yaosh, Ohafra, donc voilà, vous l'avez comme ça, ton ami, ton ami, ton ami, ton ami, ton ami. Là, c'est celui, c'est le nôtre, hein, le 36, voilà, c'est ça, le 36, il est là. Lui, il s'est amusé à mettre une mer de lecture, mais sinon, on ne les a pas les autres fois, hein, Ohafra, etc. La plupart du temps, c'est peut-être la seule fois d'ailleurs. Ouais. En général, il ne met pas de mer de lecture. Je dis, c'est quand même rare à l'époque. Nous, on a eu la grosse surprise
de voir que dans un texte de 600 ans avant notre ère, on met une mère de lecture hé après un pronom suffixe deuxième masculin singulier. C'est quand même, ça reste rare. Là, on est tombé dessus, je vous le dis, donc voilà. Donc c'est pour vous montrer que ce travail sur des textes anciens nous oblige à repousser un peu les frontières du savoir sur l'hébreu ancien. Donc, là, on fait un cours d'hébreu avancé, de dire voilà, les formules d'introduction, voilà une nouvelle formule d'introduction, on se présente comme étant l'ami d'un autre. Ça, voilà, ce n'était pas attesté. On a été les premiers à le découvrir, donc avec mon collègue. L'usage de mère de lecture hé, pour un suffixe pronominal deuxième masculin singulier, c'est pareil. À l'époque, ça se fait pratiquement pas, et ça reste assez rare. Hein, et voilà. Et donc voilà. Donc on a appris plein de choses en faisant un seul mot aujourd'hui. Vous voyez ? Vous avez des questions? Non? Ça va pour vous? Oui? Est-ce que, je veux dire, sur ces tessons, on trouve uniquement des choses pratiques? Il n'y a jamais d'allusion à la Bible ou à la religion? Alors si, bien sûr. Si. Donc là, je répète la question pour ceux qui n'entendraient pas. La question c'est, est-ce qu'il y a des allusions à la religion, à la Bible? Alors, oui, on va le voir, tout simplement parce que la religion est omniprésente. Allez, vraiment, et vous allez voir vous allez voir. On va faire la suite du texte. Je vais pas, voilà. Vous allez voir qu'on va parler de religion dans ce texte qui pourtant n'est pas un texte à la base religieuse, pas un psaume, c'est pas je sais pas quoi, mais vous allez voir, il y a de la religion quand même. Voilà. D'autres questions? Non, tout va bien? Tout va bien pour tout le monde? Bon, eh ben on s'arrête là, c'est l'heure déjà. Et bon travail à tous. Continuez à travailler sur ce texte. Hein. On va poursuivre la fois d'après. J'étais heureux de passer cette séance avec vous. Vivement à la prochaine. Désolé pour les problèmes techniques. J'espère que c'est juste des problèmes à la rentrée et que rapidement on aura quelque chose de plus stable pour les étudiants à distance notamment. Je suis vraiment désolé pour vous. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Je suis là pour y répondre. Bonne soirée et à bientôt.